Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit que l'on va commencer tout de suite en vous donnant la parole. C'est la rubrique des questions-réponses de Lionel dans laquelle vous vous exprimez. Vous pouvez m'envoyer vos textes, vos questions, vos remarques, vos suggestions de lecture, vos pensées, tout ce qui vous passe par l'esprit en regardant l'émission et surtout vos propres textes que je lis ici à l'antenne. Alors tout cela, vous me l'envoyez soit via les réseaux sociaux. Là, c'est très simple. Pour identifier votre message, vous y ajoutez le hashtag officiel du programme, le hashtag VBN, ou alors vous pouvez aussi écrire par courrier postal. Et à ce moment-là, vous adressez le tout à la chaîne C8, à l'émission Voyage au bout de la nuit, à l'attention des questions-réponses de Lionel ou à l'attention de Lionel Cécilio, 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Alors ce soir, eh bien, ce sont des remarques sur les réseaux sociaux que j'ai relevées et aussi des suggestions de lecture. Alors pour les remarques, on a Janou qui nous dit c'est vraiment cool, voyage au bout de la nuit, maintenant ça passe le matin. Alors cher Janou, oui c'est cool, mais c'est pas toujours le matin, hein. Attention, c'est-à-dire qu'en fait on passe, on est le dernier programme de la nuit. Du coup c'est très aléatoire, il n'y a pas d'heure précise, il y a tous les programmes, puis les rediffs et ensuite c'est nous. Alors parfois, et c'est là où ça devient intéressant, le dernier programme de la nuit devient de fait le premier programme du matin. C'est sûr, c'est-à-dire que lorsqu'on est diffusé pendant 2 heures, par exemple, parce que ça arrive qu'on ait 2 heures d'antenne, ça dépend, à 4 heures du matin, il y a forcément une partie de la lecture qui est à 6 heures. Voilà. Si parfois on est diffusé à 5h30 ou à 6h, on peut durer jusqu'à 7h du matin. Et là, ça devient intéressant. Alors forcément, c'est une manière de toucher un autre public et j'ai relevé ce tweet de Janou parce que c'était une manière de vous dire à vous tous que oui, il y a une part un petit peu désagréable dans le côté aléatoire de nos horaires. Malheureusement, il faut s'y faire. Mais il y a aussi, et c'est là le revers de la médaille ou en tout cas la manière de voir le verre à moitié plein, il y a aussi quelque chose de positif, c'est que c'est une façon d'aller toucher d'autres types de publics et finalement de contenter tout le monde. Un coup ceux qui se couchent tard, un coup ceux qui se lèvent tôt et en règle générale tout le temps ceux qui font des nuits blanches ou qui travaillent la nuit ou qui ne s'arrêtent jamais. Alors justement pour ceux qui travaillent la nuit, j'ai relevé un tweet. Il a été envoyé par Lilalo. Alors vous avez toujours des noms un peu particuliers sur les réseaux sociaux. Hashtag VBN toujours, hein, si vous voulez parler avec Lilalo. Alors je dis Lilalo mais c'est peut-être Lelalo parce que c'est L-E-E-L-A-L-O-O. Donc Lilalo, on ne sait pas. Lilalo qui nous dit MDR, ce moment où tu vas au commissariat déposer plainte au milieu de la nuit et que le mec de garde regarde VBN. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça veut dire que cette personne est allée au commissariat porter plainte, hein, j'espère que c'était pas grave Lilalo, et que le gardien du commissariat, le policier de garde, était en train de regarder Voyage au bout de la nuit. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est autorisé, en coupant le son peut-être derrière le comptoir. En tout cas, il le faisait, c'est intéressant. Mais bon, moi, ça me fait toujours plaisir parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse et finalement on s'adresse à tout le monde. Alors je salue tous les gens qui bossent de nuit, y compris la police, les infirmières, les pompiers et qui suivent l'émission, pourquoi pas. Alors voilà, il y a plein de messages, hein, j'en relève toujours certains. On a aussi Love Jarry, donc c'est quelqu'un qui apparemment aime l'humoriste Jarry, qui dit VBN quand c'est bien lu, ça claque. Merci, ça claque. Ça, c'était Love Jarry. Et puis, on a une suggestion de lecture. Alors, cette suggestion de lecture, elle est envoyée par Gilbert Montpellier, comme la ville. Et il nous suggère une colonne de feu. C'est signé Ken Follett et c'est paru aux éditions Robert Laffont. Voilà, une colonne de feu de Ken Follett chez Robert Laffont. C'est la suggestion de lecture de Gilbert Montpellier. Montpellier, ça s'écrit comme la ville, voilà. Hashtag VBN pour ceux qui veulent partager. Alors je pourrais en lire comme ça toute la nuit, ça n'est pas le propos. L'idée c'est de relayer votre parole et puis de vous montrer qu'on est à l'écoute, qu'on est avec vous et puis surtout de prendre en compte chacune de vos remarques et de répondre à chacune de vos questions. Alors souvenez-vous aussi pour ceux qui écrivent que je lis ici vos propres textes, donc n'hésitez pas, continuez à les envoyer. Hashtag VBN sur les réseaux sociaux ou 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt si c'est par courrier postal. Voilà, la rubrique est maintenant terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture et cette lecture, eh bien, c'est celle d'un roman d'Honoré de Balzac intitulé La Duchesse de Langeais que nous allons reprendre là où nous nous sommes interrompus lors de la précédente émission. Je vous souhaite une très agréable lecture, une très agréable écoute. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Très belle écoute à vous.
Mais si l'opposition faite au nom des lois du mariage représente l'époque civile de cette guerre sentimentale, celle-ci en constituerait l'époque religieuse. Et elle eut, comme la précédente, une crise après laquelle sa rigueur devait décroître. Un soir, Armand, venu fortuitement de très bonne heure, trouva M. l'abbé Gondran, directeur de la conscience de Madame de Langeais, établi dans un fauteuil au coin de la cheminée, comme un homme en train de digérer son dîner et les jolis péchés de sa pénitence. La vue de cet homme au teint frais et reposé, dont le front était calme, la bouche ascétique, le regard malicieusement inquisiteur, qui avait dans son maintien une véritable noblesse ecclésiastique, et déjà dans son vêtement le violet épiscopal, rembrunit singulièrement le visage de Montriveau, qui ne salua personne et resta silencieux. Sorti de son amour, le général ne manquait pas de tact. Il devina donc, en échangeant quelques regards avec le futur évêque, que cet homme était le promoteur des difficultés dont s'armait pour lui l'amour de la duchesse. Qu'un ambitieux abbé bricola et retint le bonheur d'un homme trempé comme l'était Montriveau, cette pensée bouillonna sur sa face, lui crispa les doigts, le fit lever, marcher, piétiner, puis, quand il revenait à sa place avec l'intention de faire un éclat, un seul regard de la duchesse suffisait à le calmer. Madame de Langeais, nullement embarrassée du noir silence de son amant par lequel toute autre femme eût été gênée, continuait à converser fort spirituellement avec M. Gondran sur la nécessité de rétablir la religion dans son ancienne splendeur. Elle exprimait mieux que ne le faisait l'abbé pourquoi l'Église devait être un pouvoir à la fois temporel et spirituel, et regrettait que la chambre des pairs n'eût pas encore son banc des évêques, comme la chambre des lords avait le sien. Néanmoins, l'abbé, sachant que le carême lui permettait de prendre sa revanche, céda la place au général et sortit. À peine la duchesse se leva-t-elle pour rendre à son directeur l'humble révérence qu'elle en reçut, tant elle était intriguée par l'attitude de Montriveau. « Qu'avez-vous, mon ami ? » « Mais j'ai votre abbé sur l'estomac. Pourquoi ne preniez-vous pas un livre ?» lui dit-elle, sans se soucier d'être ou non entendue par l'abbé qui fermait la porte. Montriveau resta muet pendant un moment, car la duchesse accompagna ce mot d'un geste qui en relevait encore la profonde impertinence. « Ma chère Antoinette, je vous remercie de donner à l'amour le pas sur l'Église. Mais de grâce, souffrez que je vous adresse une question. »« Oh, vous m'interrogez, je le veux bien, reprit-elle. N'êtes-vous pas mon ami ? Je puis certes vous montrer le fond de mon cœur, vous n'y verrez qu'une image. Parlez-vous à cet homme de notre amour. Il est mon confesseur. Sait-il que je vous aime ? Monsieur de Montriveau, vous ne prétendez pas, je pense, pénétrer les secrets de ma confession. Ainsi cet homme connaît toutes nos querelles et mon amour pour vous. Un homme, monsieur, dites Dieu. Dieu, Dieu, je dois être seul dans votre cœur, mais laissez Dieu tranquille là où il est. Pour l'amour de lui et de moi, madame. Vous n'irez plus à confesse. Où, dit-elle en souriant. Ou je ne reviendrai plus ici. Partez, Armand. Adieu, adieu pour jamais. Elle se leva et s'en alla dans son boudoir, sans jeter un seul regard à Montriveau qui resta debout, la main appuyée sur une chaise. Combien de temps resta-t-il ainsi? Jamais il ne le sut lui-même. L'âme a le pouvoir inconnu d'étendre comme de resserrer l'espace. Il ouvrit la porte du boudoir, il y faisait nuit. Une voix faible devint forte pour dire aigrement « Je n'ai pas sonné. D'ailleurs, pourquoi donc entrer sans ordre? Suzette, laissez-moi. »« Tu souffres donc ?» s'écria Montriveau. « Levez-vous, monsieur, reprit-elle en sonnant, et sortez d'ici, au moins pour un moment. Madame la duchesse demande de la lumière, dit-il au valet de chambre qui vint dans le boudoir y allumer les bougies. Quand les deux amants furent seuls, Madame de Langeais demeura couchée sur son divan, muette, immobile, absolument comme si Montriveau n'eût pas été là. « Cher, dit-il avec un accent de douleur et de bonté sublime, j'ai tort. Je ne te voudrais certes pas sans religion. Il est heureux, répliqua-t-elle sans le regarder et d'une voix dure, que vous reconnaissiez la nécessité de la conscience. Je vous remercie, pour Dieu. Ici, le général, abattu par
L'inclémence de cette femme qui savait devenir à volonté une étrangère ou une sœur pour lui fit vers la porte un pas de désespoir et allait l'abandonner à jamais sans lui dire un seul mot. Il souffrait et la duchesse riait en elle-même des souffrances causées par une torture morale bien plus cruelle que ne l'était jadis la torture judiciaire. Mais cet homme n'était pas maître de s'en aller. En toute espèce de crise, une femme est en quelque sorte grosse d'une certaine quantité de paroles. Et quand elle ne les a pas dites, elle éprouve la sensation que donne la vue d'une chose incomplète. Madame de Langeais, qui n'avait pas tout dit, reprit la parole. Nous n'avons pas les mêmes convictions générales, j'en suis peiné. Il serait affreux pour la femme de ne pas croire à une religion qui permet d'aimer au-delà du tombeau. Je mets à part les sentiments chrétiens, vous ne les comprenez pas. Laissez-moi vous parler seulement des convenances. Voulez-vous interdire à une femme de la cour la sainte table quand il est reçu de s'en approcher à Pâques ? Mais il faut pourtant bien savoir faire quelque chose pour son parti. Les libéraux ne tueront pas, malgré leur désir, le sentiment religieux. La religion sera toujours une nécessité politique. Vous chargeriez-vous de gouverner un peuple de raisonneurs ? Napoléon ne l'osait pas. Il persécutait les idéologues. Pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des sentiments. Acceptons donc la religion catholique avec toutes ses conséquences. Si nous voulons que la France aille à la messe, ne devons-nous pas commencer par y aller nous-mêmes ? La religion, Armand, est, vous le voyez, le lien des principes conservateurs qui permettent aux riches de vivre tranquilles. La religion est intimement liée à la propriété. Il est certes plus beau de conduire les peuples par des idées morales que par des échafauds comme au temps de la terreur, seul moyen que votre détestable révolution ait inventé pour se faire obéir. Le prêtre est le roi, mais c'est vous. C'est moi, c'est la princesse, ma voisine. C'est en un mot tous les intérêts des honnêtes gens personnifiés. Allons, mon ami, veuillez donc être de votre parti, vous qui pourriez en devenir le Sylla. Si vous aviez la moindre ambition, il ignore la politique, moi j'en raisonne par sentiment, mais j'en sais néanmoins assez pour deviner que la société serait renversée si l'on en faisait mettre à tout moment les bases en question. Sylla, ça s'écrit S-Y-2-L-A, et ça se dit aussi Sulla ou Lucius même, ça veut dire d'origine noble. Donc c'est une expression qui apparaît entre 138 et 78 avant Jésus-Christ, et donc ça vient des Romains, et donc c'était un homme d'origine noble, un homme romain d'origine noble. Il était à ce moment-là, cet homme d'origine noble et romain, ce Sylla, c'était un homme qui a vécu entre 138 et 78 avant Jésus-Christ, et pendant sa vie, il a donné lieu à cette expression qui depuis est restée, et cet homme donc, il a été élu consul en 88 avant Jésus-Christ, donc finalement 10 ans avant de mourir. Et au moment où on lui a retiré la direction de la guerre d'Asie, à ce moment-là, il n'a pas hésité une seule seconde. Il est entré dans Rome avec son armée. Donc ça, c'était en 82 avant Jésus-Christ. Et il a écrasé donc ses adversaires. Et il a fait afficher le nom des aristocrates qui s'opposaient à lui, de façon à les éliminer définitivement. Et donc c'est comme ça qu'il s'est fait nommer, l'expression est étrange, il s'est fait nommer dictateur avant de restaurer les institutions aristocratiques et de tout remettre en place. Donc ce monsieur qui s'appelait Sylla a donné lieu à cette expression. Sylla est donc un homme d'origine noble qui renverse tout, qui se fait dictateur avant de finalement remettre les choses en place et d'être un dictateur légitime, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que la phrase dit « Allons mon ami, veuillez donc être de votre parti, vous qui pourriez en devenir le Sylla, si vous aviez la moindre ambition. » Donc le chef, en gros, du parti. Il ignore la politique, moi j'en raisonne par sentiment. Mais j'en sais néanmoins assez pour deviner que la société serait renversée si l'on en faisait mettre à tout moment les bases en question. Si votre cour, si votre gouvernement pensent ainsi, vous me faites pitié, dit Montriveau. La restauration, madame, doit se dire, comme Catherine de Médicis, quand elle crut la bataille de Dreux perdue, eh bien, nous irons aux prêches. Or, 1815 est votre bataille de Dreux. Comme le trône de ce temps-là, vous l'avez gagné en fait, mais perdu en droit.
Le protestantisme politique est victorieux dans les esprits. Si vous ne voulez pas faire un édit de Nantes, ou si, le faisant, vous le révoquez, si vous êtes un jour atteint et convaincu de ne plus vouloir de la charte, qui n'est qu'un gage donné au maintien des intérêts révolutionnaires, la révolution se révélera terrible et ne vous donnera qu'un seul coup. Ce n'est pas elle qui sortira de France. Elle y est le seul même. Les hommes se laissent tuer, mais non les intérêts. Et mon Dieu, que nous font la France, le trône, la légitimité, le monde entier? Ce sont des billevesées auprès de mon bonheur. Régnez, soyez renversés, peu m'importe. Où suis-je donc? Mon ami, vous êtes dans le boudoir de Madame la Duchesse de Langeais. Non, non, plus de duchesse, plus de Langeais, je suis près de ma chère Antoinette. Voulez-vous me faire le plaisir de rester où vous êtes, dit-elle en riant et en le repoussant, mais sans violence. Vous ne m'avez donc jamais aimé, dit-il avec une rage qui jaillit de ses yeux par des éclairs. Non, mon ami, ce non valait un oui. Je suis un grand sot, reprit-il en baisant la main de cette terrible reine redevenue femme. Antoinette, reprit-il, s'appuyant la tête sur ses pieds, tu es trop chastement tendre pour dire nos bonheurs à qui que ce soit au monde. Ah, vous êtes un grand fou, dit-elle en se levant par un mouvement gracieux, quoique vif. Et sans ajouter une parole, elle courut dans le salon. Qu'a-t-elle donc, se demande le général, qui ne savait pas deviner la puissance des commotions que sa tête brûlante avait électriquement communiqué des pieds à la tête de sa maîtresse. Au moment où il arrivait furieux dans le salon, il entendit de célestes accords. La duchesse était à son piano. Les hommes de science ou de poésie, qui peuvent à la fois comprendre et jouir sans que la réflexion nuise à leur plaisir, sentent que l'alphabet et la phraséologie musicale sont les instruments intimes du musicien. Comme le bois ou le cuivre sont ceux de l'exécutant. Pour eux, il existe une musique à part, au fond de la double expression de ce sensuel langage des âmes. Andiamo mio ben, qui veut dire, c'est un des airs les plus célèbres de Don Juan de Mozart, et qui veut dire allons-y mon bien-aimé. Voilà. Peut arracher des larmes de joie ou faire rire de pitié, selon la cantatrice. Souvent, ça et là, dans le monde, une jeune fille expirant sous le poids d'une peine inconnue, un homme dont l'âme vibre sous les pincements d'une passion, prennent un thème musical et s'entendent avec le ciel, ou se parlent à eux-mêmes dans quelque sublime mélodie, espèce de poème perdu. Or, le général écoutait en ce moment une de ces poésies inconnues, autant que peut l'être la plainte solitaire d'un oiseau mort sans compagne dans une forêt vierge. « Mon Dieu, que jouez-vous donc là » dit-il d'une voix émue. Le prélude d'une romance appelée, je crois, « Fleuve du Tage ». Je ne savais pas ce que pouvait être une musique de piano, reprit-il. Et mon ami, dit-elle, en lui jetant pour la première fois un regard de femme amoureuse, vous ne savez pas non plus que je vous aime, que vous me faites horriblement souffrir, et qu'il faut bien que je me plaigne sans trop me faire comprendre, autrement je serais à vous. Mais vous ne voyez rien. Et vous ne voulez pas me rendre heureux? Armand, je mourrais de douleur le lendemain. Le général sortit brusquement, mais quand il se trouva dans la rue, il essuya 2 larmes qu'il avait eu la force de contenir dans ses yeux. La religion dura 3 mois. Ce terme expiré, la duchesse, ennuyée de ses redites, livra Dieu pieds et poings liés à son amant. Peut-être craignait-elle, à force de parler éternité, de perpétuer l'amour du général en ce monde et dans l'autre. Pour l'honneur de cette femme, il est nécessaire de la croire vierge, même de cœur, autrement elle serait trop horrible. Encore bien loin de cet âge où mutuellement l'homme et la femme se trouvent trop près de l'avenir pour perdre du temps et se chicaner leur jouissance, elle en était sans doute non pas à son premier amour, mais à ses premiers plaisirs. Faute de pouvoir comparer le bien au mal, faute de souffrances qui lui eussent appris la valeur des trésors jetés à ses pieds, elle s'en jouait. Ne connaissait pas les éclatantes délices de la lumière, elle se complaisait à restaurer dans les ténèbres.
Armand, qui commençait à entrevoir cette bizarre situation, espérait dans la première parole de la nature. Il pensait tous les soirs, en sortant de chez Madame de Langeais, qu'une femme n'acceptait pas, pendant 7 mois, le soin d'un homme et les preuves d'amour les plus tendres, les plus délicates, ne s'abandonnait pas aux exigences superficielles d'une passion pour la tromper en un moment. Et il attendait patiemment la saison du soleil, ne doutant pas qu'il n'en recueillerait les fruits dans leur primeur. Il avait parfaitement conçu les scrupules de la femme mariée et les scrupules religieux. Il était même joyeux de ses combats. Il trouvait la duchesse pudique là où elle n'était qu'horriblement coquette. Et il ne l'aurait pas voulu autrement. Il aimait donc à lui voir inventer des obstacles. N'en triomphait-il pas grandement? Et chaque triomphe n'augmentait-il pas la faible somme des privautés amoureuses longtemps défendues, puis concédées par elle avec tous les semblants de l'amour? Mais il avait si bien dégusté les menues et processives conquêtes dont se repaissent les amants timides, qu'elles étaient devenues des habitudes pour lui. En fait d'obstacles, il n'avait donc plus que ses propres terreurs à vaincre, car il ne voyait plus à son bonheur d'autre empêchement que les caprices de celle qui n'ose pas croire à l'abaissement de son idole. Il hésita longtemps et connut ces terribles réactions de cœur, ces volontés bien arrêtées qu'un mot anéantit, ces décisions prises qui expirent au seuil d'une porte. Il se méprisait de ne pas avoir la force de dire un mot et ne le disait pas. Néanmoins, un soir, il procéda par une sombre mélancolie à la demande farouche de ses droits illégalement légitimes. La duchesse n'attendit pas la requête de son esclave pour en deviner le désir. Un désir d'homme est-il jamais secret? Les femmes n'ont-elles pas toute la science infuse de certains bouleversements de physionomie? Et quoi? Voulez-vous cesser d'être mon ami? Dit-elle en l'interrompant au premier mot et lui jetant des regards embellis par une divine rougeur qui coula comme un rang nouveau sur son teint diaphane. Pour me récompenser de mes générosités, vous voulez me déshonorer? Réfléchissez donc un peu. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, je pense toujours à nous. Il existe une probité de femme à laquelle nous ne devons pas plus manquer que vous ne devez faillir à l'honneur. Moi, je ne sais pas tromper. Si je suis à vous, je ne pourrai plus être en aucune manière la femme de M. de Langeais. Vous exigez donc le sacrifice de ma position, de mon rang, de ma vie, pour un douteux amour qui n'a pas eu 7 mois de patience? Comment? Déjà, vous voudriez me ravir la libre disposition de moi-même? Non, non, ne me parlez plus ainsi. Non, ne me dites rien. Je ne veux pas. Je ne peux pas vous entendre. Là, Madame de Langeais prit sa coiffure à 2 mains pour reporter en arrière les touffes de boucles qui lui échauffaient le front et parut très animée. Vous venez chez une faible créature avec des calculs bien arrêtés en vous disant « elle me parlera de son mari pendant un certain temps, puis de Dieu, puis des suites inévitables de l'amour, mais j'userai, j'abuserai de l'influence que j'aurai conquise. Je me rendrai nécessaire, j'aurai pour moi les liens de l'habitude, les arrangements tout faits par le public. Enfin, quand le monde aura fini par accepter notre liaison, je serai le maître de cette femme. Soyez francs. Ce sont là vos pensées. Vous calculez. Et vous dites aimer, fille. Vous êtes amoureux, hein? Je le crois bien. Vous me désirez et voulez m'avoir pour maîtresse, voilà tout. Eh bien non, la duchesse de Langeais ne descendra pas jusque-là. Que de naïves bourgeoises soient les dupes de vos faussetés, moi, je ne le serai jamais. Rien ne m'assure de votre amour. Vous me parlez de ma beauté, je puis devenir laide en 6 mois. Comme la chère princesse, ma voisine. Vous êtes ravi de mon esprit, de ma grâce, mon Dieu. Vous vous y accoutumeriez, comme vous vous accoutumeriez au plaisir. Ne vous êtes-vous pas habitué, depuis quelques mois, aux faveurs que j'ai eu la faiblesse de vous accorder? Quand je serai pendu un jour, vous ne me donnerez d'autre raison de votre changement que le mot décisif. Je n'aime plus. Rang, fortune, honneur, toute la duchesse de Langeais se sera engloutie dans une espérance trompée.
J'aurai des enfants qui attesteront ma honte. Mais, reprit-elle, en laissant échapper un geste d'impatience, je suis trop bonne de vous expliquer ce que vous savez mieux que moi. Allons, allons, restons-en là. Je suis trop heureuse de pouvoir encore briser les liens que vous croyiez si forts. Y a-t-il donc quelque chose de si héroïque à être venu à l'hôtel de Langeais, passer tous les soirs quelques instants auprès d'une femme dont le bail vous plaisait, de laquelle vous vous amusiez comme d'un joujou? Mais quelques jeunes fats arrivent chez moi, de 3 heures à 5 heures, aussi régulièrement que vous venez le soir. Ceux-là sont donc bien généreux. Je me moque d'eux. Ils supportent assez tranquillement mes boutades, mes impertinences, et me font rire. Tandis que vous, à qui j'accorde les plus précieux trésors de mon âme, vous voulez me perdre et me causer 1000 ennuis. Taisez-vous, assez, assez, dit-elle en le voyant prêt à parler. Vous n'avez ni cœur, ni âme, ni délicatesse. Je sais ce que vous voulez me dire. Eh bien oui, j'aime mieux passer à vos yeux pour une femme froide, insensible, sans dévouement, sans cœur même, que de passer aux yeux du monde pour une femme ordinaire, que d'être condamné à des peines éternelles après avoir été condamné à vos prétendus plaisirs qui vous lasseront certainement. Votre égoïsme, votre amour égoïste ne vaut pas tant de sacrifices. Est-ce qu'elle est en train de rompre définitivement ou est-ce qu'elle est une fois de plus en train de jouer cette distanciation qui, d'ailleurs, pour l'instant, a été la clé salvatrice de leur relation. C'est assez étrange et antinomique, mais c'est exactement ce qui se passe. Eh bien, cette question va rester en suspens car il est temps pour nous de nous séparer. L'émission est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi, mais je vous donne rendez-vous très très vite sur C8 pour la suite de cette lecture. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.